Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. On va commencer peut-être très rapidement, Jessica, parce que je crois que c'est intéressant, c'est de la curiosité. Avant que vous nous parliez de votre système, que vous nous disiez en quelques mots, vraiment brièvement, si vous retrouvez un peu dans le bilan qu'on a présenté tout à l'heure sur nos difficultés et les points sur lesquels nous devons progresser. Est-ce qu'il y a des choses comparables en Belgique ? Jessica Segers, pardon, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes donc, vous travaillez à l'Office national... l'Office de la naissance et de voilà, l'enfance. Pardon. Et donc, je suis responsable du service SOS Enfants, qui s'occupe donc des équipes SOS Enfants, notamment chargées de la prise en charge et de la prévention des situations de maltraitance. Alors, chez nous, c'est vrai que la question du repérage des situations pose d'emblée moins question parce que, effectivement, on pense être assez bon, peut-être comme vous, sur la question du repérage. En tout cas, on s'est amélioré ces dernières années sur ces questions-là. Mais par contre, la question est toujours très prégnante sur les modalités de la prise en charge. Et par exemple, mais donc ça c'est par rapport au repérage des situations, on est toujours quand même étonné de constater dans nos chiffres qu'alors que les enseignants se trouvent en première ligne pour recueillir la parole de l'enfant, c'est quand même un acteur qui reste peu présent quand on examine le réseau qui est actif autour de l'enfant quand il y a une situation de maltraitance qui est par exemple signalée. Donc ça, c'est par rapport au repérage des situations. Et effectivement, c'est d'ailleurs quelque chose que l'on met en balance avec le fait que si le repérage des situations s'améliore, la demande augmente avec une offre de service qui n'a pas toujours la capacité de faire face. Et donc, je pense que voilà, c'est quand même une question réelle. Mais voilà, on a quand même notamment l'ambition de développer plus de sensibilisation, en tout cas dans les écoles, pour pouvoir aider les enseignants à savoir que faire quand ils sont confrontés à une situation de maltraitance. C'est pas toujours si évident, même s'il y a des services psychomédico-sociaux dans les écoles qui peuvent normalement prendre le relais. Alors, donc, ce qui préoccupe aussi les secteurs de manière constante, et ça c'est comme chez vous en France, c'est le manque de moyens et la saturation des réseaux. Donc là, je suis désolée, on ne peut pas vous apporter de réponse complémentaire par rapport à ce que vous disiez. C'est vrai que le nombre de situations augmente vraiment dans certains secteurs, sur certains secteurs, et la complexité surtout aussi, c'est-à-dire que les professionnels sont de plus en plus face à des familles qui présentent des précarités multiples, économiques, administratives, des souffrances psychiques et tout ça. Et ce sont des publics qui n'ont droit à rien et qui sont en rupture avec les systèmes de soins. Et donc, ces publics se retrouvent souvent avec un seul point d'ancrage, ou rien, ou un seul point d'ancrage qui est, en tout cas dans notre organisation, les travailleurs de première ligne, qui sont les travailleurs médico-sociaux. Et donc de l'ONE, donc de l'Office de la naissance et de l'enfance. Et donc, ces travailleurs réceptionnent au quotidien la détresse humaine, l'impuissance tant des familles, mais aussi des professionnels à résoudre certaines problématiques éminemment complexes. Et donc, dans l'idée de soutenir ces travailleurs de première ligne, l'Office donc de la naissance et de l'enfance a créé la fonction de référent maltraitance, mais ça j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, pour proposer en fait à ces travailleurs de première ligne d'améliorer leur connaissance fine du réseau, parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand ils connaissent mieux le réseau, c'est-à-dire quand ils les connaissent dans leur singularité, quand ils peuvent établir des liens interpersonnels avec les personnes qui travaillent dans les différents services et qu'ils ont une connaissance scrupuleuse de ce qu'ils peuvent offrir, ces relais, et de la façon surtout aussi d'y relayer les familles, eh bien, ça semble favoriser tant la pertinence que l'efficacité des relais quand on en a besoin. Mais il est vrai que la saturation des réseaux psychosociaux et juridiques aussi, et de la plupart donc, des professionnels qui y travaillent, ont un impact direct tant sur les possibilités de relais institutionnels et ambulatoires dont les travailleurs de première ligne disposent pour orienter les familles, que sur la qualité d'écoute et leur disponibilité. Alors, les travailleurs médico-sociaux se retrouvent donc de plus en plus souvent à devoir prendre ce temps
d'accompagner les familles dans une rencontre avec les partenaires afin de soutenir l'obtention de choses pour leur enfant auxquelles finalement elles ont tout simplement droit. Et donc parfois les professionnels doivent jouer des coups d'influence et d'arguments multiples pour soutenir les causes qu'ils défendent et obtenir les aides auxquelles ils prétendent. Et je vais juste peut-être citer un problème qui a été sur les devants de la scène politique et médiatique l'année passée chez nous en Belgique, c'est la question des bébés parqués. Ce sont des enfants qui ont, là, en l'occurrence 0 à 6 ans, mais bon, on est tout à fait conscient que la problématique s'étale au-delà de 6 ans. Ce sont des enfants qui arrivent à l'hôpital après une naissance ou parce que l'hôpital est ouvert 24 heures sur 24 et que c'est finalement le seul lieu de placement où on peut placer les enfants sans mandat qui arrivent donc là et qui restent en fait placés à l'hôpital plusieurs mois au-delà du temps nécessaire à l'établissement d'un bilan psychomédico-social. Et donc finalement on arrive à voir l'hôpital comme un lieu de placement et non plus comme un lieu où on pourrait par exemple avec une équipe spécialisée établir un bilan psychomédico-social. Et donc l'hôpital devient lieu de placement. Et ça a été dénoncé parce qu'effectivement ça fait presque penser parfois à de la maltraitance institutionnelle. Et donc voilà, les politiques étaient conscients du problème. Ils ont dégagé des moyens pour pouvoir accueillir les enfants dans l'urgence ou dans des lieux de placement autres que ceux de l'hôpital. Ça résorbe en partie le problème, mais c'est vrai que l'augmentation des moyens, visiblement, c'est pas non plus toujours la réponse qui semble la plus immédiate pour pouvoir répondre à ces problématiques. Donc je pense qu'aussi chez nous, il y a cette nécessité de réfléchir à l'emploi des moyens que l'on fait, voilà, pour pas tout le temps être dans une croissance, voilà, une surenchère des moyens. Très bien, donc on voit effectivement qu'il y a des problématiques communes. Et c'est vrai que nous, tout à l'heure, on a peu parlé de l'évolution des publics. Bon, on en parlera peut-être à un autre moment, mais vous soulignez effectivement ce point-là et on l'entend aussi beaucoup sur le terrain en France. Rentrons dans le cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement comment fonctionne votre dispositif ? Et peut-être insister sur un point fort qu'on avait identifié ensemble en matière de coordination, de construction d'une culture commune au plus près des usagers sur le territoire, dont nous avons parlé, qui pourrait peut-être nous inspirer pour le coup. Alors, expliquer simplement notre parcours de l'aide en Belgique, alors qu'on sait très bien qu'on a une structure politique assez complexe. Je vais quand même essayer assez brièvement pour ne pas emmêler les pinceaux de tout le monde. Mais donc, effectivement, chez nous, il y a plusieurs lignes d'intervention qui sont relatives à différents niveaux de pouvoir. Mais vous l'avez bien décrit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc, le secteur psychomédico-social, c'est le secteur de première ligne et le législateur a voulu vraiment consacrer à ce secteur-là la capacité de pouvoir jouer un rôle de prévention à l'égard des situations de maltraitance ou à risque et aussi un rôle de prise en charge. Et donc, il considère que c'est vraiment ce secteur-là qui est performant, enfin en tout cas qui est adéquat pour prendre en charge ce genre de situation. Alors à l'ONE, qui est l'organisme de référence donc à l'Office de la naissance et de l'enfance, donc qui est l'organisme de référence de la communauté française de Belgique, donc une entité fédérée, pour toutes les questions relatives à l'enfance. On a beaucoup de services différents et parmi ceux-ci, il y a les travailleurs médico-sociaux, donc j'en parlais tout à l'heure, qui sont plus de 800, qui donc interviennent à Bruxelles et en Wallonie et qui sont en contact direct avec toutes les familles. Et donc, le rôle essentiel, c'est un rôle préventif de soutien à la parentalité, d'accompagnement des mères et des futures mères et de leurs enfants. Donc ça, c'est toujours la première ligne. Ce sont eux qui vont en visite à domicile, qui viennent dans les chambres en maternité quand on accouche pour nous parler du soutien à la parentalité qu'ils peuvent offrir une fois qu'on rentre à domicile, etc. Et ils vont partout, donc c'est vraiment un service universel. Alors, quand il y a des situations de maltraitance ou en tout cas à risque, il y a les équipes SOS enfants. Donc ça, il y en a 14
en communauté française, dont la mission principale est la prévention et la prise en charge des situations de maltraitance. Et donc, il y en a aussi 3 qui sont intra-hospitalières. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important de savoir qu'il y en a qui sont intra-hospitalières. Et depuis peu, on a 5 services d'accompagnement périnatal, dont la mission principale est d'intervenir auprès des familles qui présentent une ou plusieurs vulnérabilités. Donc, ce sont les services qui... en tout cas, c'est comme ça que je vois leur évolution, qui vont à domicile et qui font le pari de la qualité de l'accompagnement sur la quantité de l'accompagnement. Donc parfois, on n'a que 2 temps pleins, mais qui vont prendre 8 situations en charge. Alors ça peut paraître peu par rapport au nombre de situations qui auraient besoin de cet accompagnement, mais ce qui est offert vraiment par ces services est vraiment complet. Il y a vraiment cette dimension psychosociale et médicale. Quand ce type de service, donc là j'étais à la première ligne, quand ce type de service première ligne, donc qu'il s'agisse des équipes SOS Enfants, des services d'accompagnement périnataux, des travailleurs médico-sociaux, et qu'ils arrivent aux limites de leur intervention parce que les difficultés rencontrées par les parents ou les questions de maltraitance deviennent trop prégnantes, ils peuvent faire appel à une seconde ligne. Et c'est ce qu'on appelle chez nous les services de l'aide à la jeunesse. Et donc ce service privilégie lui aussi la déjudiciarisation. C'est d'ailleurs, ce secteur-là est organisé par un décret qui date de 91, voilà, et qui vise à expliquer le parcours de l'aide quand on est confronté à l'enfant en danger, et qui promeut cette déjudiciarisation et cette prise en charge par le secteur psychomédico-psy et par le service de l'aide à la jeunesse en deuxième ligne quand le service de première ligne n'est plus à même de poursuivre la prise en charge parce que l'enfant est en danger. Et donc, ce service d'aide à la jeunesse va favoriser la collaboration avec les familles et va tenter de maintenir l'enfant dans son milieu de vie tant que c'est possible. Si, avec le service de l'aide à la jeunesse, la famille est en accord avec le programme d'aide qui lui est proposé, la situation peut en rester à ce niveau. Mais c'est que si il n'y a aucun accord qui est trouvé, mais qu'une aide reste indispensable pour assurer la sécurité et le bon développement de l'enfant, c'est dans ce cas-là, le SAJ, lui, va contacter le parquet. Donc là, il va y avoir ce qu'on appelle la judiciarisation de la situation. Mais à tout moment, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si la situation évolue, et que la situation peut à tout moment retourner dans l'aide volontaire et non judiciarisée. Alors, j'ai parlé de la première ligne, la deuxième ligne, service de l'aide à la jeunesse, et la troisième ligne, le secteur judiciaire. Et donc, c'est un système forcément un peu complexe qui ne peut fonctionner que si les acteurs de différentes lignes collaborent entre eux, savent les rôles que chacun occupe, savent dans quel délai chacun intervient, savent qui fait quoi, c'est les rôles. Et aussi comment relayer les situations, donc, parce qu'il y a des modes de relais particuliers selon les secteurs. Et donc tout ça est explicité, notamment dans des protocoles de collaboration. Donc on a vraiment... on crée de plus en plus de protocoles de collaboration. Alors ça peut paraître très administratif comme terme, mais en même temps c'est un véritable outil de travail quand les relations interpersonnelles ne permettent plus d'avancer en collaboration par rapport à une situation. Et donc on peut revenir sur ce protocole de collaboration pour se rappeler, bah, tiens, qui faisait quoi, à quel moment j'interviens, etc. Et donc ce sont des outils qui sont assez personnalisés en matière de fonction. Donc on a par exemple un protocole entre les équipes SOS, donc très concrètement, une équipe SOS, comment elle va collaborer avec le secteur de l'aide à la jeunesse, la deuxième ligne, et inversement, comment le secteur de l'aide à la jeunesse va collaborer avec une équipe SOS. Donc, on a aussi un autre protocole entre le secteur psychomédico-social, donc ça c'est beaucoup plus large, et le secteur judiciaire, donc entre la première ligne, la deuxième ligne et le secteur judiciaire. Donc ça, c'est un premier outil, effectivement, qui permet de mettre de l'huile dans les rouages par rapport à cette complexité de l'organisation de l'aide dans la communauté française. Un autre outil qui est intéressant, et c'est celui-là dont pensait effectivement que je parle, c'est les commissions de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance. Et donc ça, c'est un outil très local,
qui rassemble donc les premières, deuxième et troisième lignes. Donc il y a à la fois des acteurs, des acteurs de l'Office de la naissance et de l'enfance, les travailleurs médico-sociaux, des représentants des équipes SOS enfants, des représentants de l'enseignement. Et toute une série d'acteurs de première ligne. Il y a aussi les acteurs de deuxième ligne, le service de l'aide à la jeunesse, et de troisième ligne, donc le secteur judiciaire. Donc il y a des juges de la jeunesse, les représentants des parquets qui sont présents. Et donc ça, vraiment, c'est l'objectif de ces commissions de maltraitance, c'est d'améliorer les procédures de prise en charge des situations de maltraitance. Et donc l'intérêt aussi, c'est qu'elles sont organisées au niveau local et elles sont assez autonomes pour pouvoir décider des projets qu'elles mettent en place. Et donc, on a vraiment là une diversité d'actions qui sont mises en œuvre. Et donc, je peux donner un exemple. Par exemple, il y a une année où il y a quelques commissions qui se sont fort penchées sur l'impact de la négligence sur les enfants de 0 à 3 ans. Donc, ils ont travaillé cette thématique en commission et ils ont décidé d'organiser une journée à l'attention des professionnels de leur secteur. Donc, par exemple, juste les médecins ou bien tout l'enseignement ou bien le secteur de l'accueil pour être formés et sensibilisés par rapport à cette matière-là. Et donc, ce qui permet ça, c'est que dans les commissions maltraitance, il y a des représentants de chaque secteur qui peuvent après faire le lien vers ce qui manque dans leur domaine en termes de formation. Et donc voilà. Une autre thématique qui a été pas mal travaillée dernièrement dans ces commissions, au départ de ces commissions maltraitance, ce sont les partenariats avec les hôpitaux. Donc chaque commission, qui sont organisées par arrondissement judiciaire, je vous disais c'est très local, ont organisé des rencontres avec les hôpitaux pour savoir comment s'organisait le transfert des situations de maltraitance entre les services, comment s'organise la prise en charge quand il y a un enfant qui arrive aux urgences, comment ils collaborent après avec l'équipe SOS, etc. Donc c'est très concret comme type de rencontre qui aboutit vraiment sur une meilleure connaissance interpersonnelle qui permet d'améliorer les procédures de prise en charge quand il y a une situation telle. Donc, comme je vous disais, ces commissions maltraitance travaillent de manière assez autonome, mais il y a quand même une cellule de pilotage au-dessus de ces commissions. Au-dessus, je dis surtout, c'est parce que c'est au sein de cette cellule de pilotage que sont relayés toutes les travaux de ces commissions maltraitance. Et donc ça permet de faire le lien avec le politique. Donc quand par exemple on voit qu'il y a une thématique qui est abordée dans 3-4 commissions, à ce moment-là, notre rôle en tant que cellule de pilotage, c'est d'aller le relayer vers le politique et de le sensibiliser. Tiens, là il y a des manques ou voilà, des choses comme ça. Voilà. Et alors un troisième outil, si j'ai encore une minute, c'est simplement vous parler de la conférence permanente de concertation maltraitance qui, elle, a été créée en fait suite à la rédaction du protocole entre le secteur judiciaire et les autres lignes, la première et la deuxième ligne. Donc pour donner vie à ce protocole, on a décidé de créer une instance dans laquelle on discute tout le temps de ces articulations. Mais là, c'est pas au niveau local, c'est au niveau de la communauté française. Et donc là, l'Office de la naissance et de l'enfance a ses représentants, les équipes SOS aussi. De nouveau, tous les acteurs ont des représentants. Et donc, c'est là que sont discutés. Là, par exemple, cette année, on a discuté de la prise en charge coordonnée médico-légale de la maltraitance sexuelle. On a aussi évoqué les mutilations génitales féminines ou encore la question des auditions vidéo filmées. Voilà, tout ça, c'est des thèmes, évidemment, où tous ces acteurs sont amenés à collaborer très étroitement. Et donc, voilà, c'est dans cette instance que peuvent se discuter ces choses. Au fond, ce qui nous intéressait, et à travers les outils que vous décrivez, mais peut-être que vous ne pourrez pas le dire spontanément, au-delà de l'outil lui-même, des instances, c'est qu'on a eu le sentiment, quand on a échangé avec vous, qu'il y avait de la confiance et de la souplesse entre les acteurs. On parlait tout à l'heure de confiance. Vous aviez une approche, quelles que soient les institutions ou les disciplines, peut-être un peu plus simple, moins codé, moins formaté qu'en France. Que les rapports étaient plus directs et plus confiants malgré les cloisonnements que vous avez rappelés. Je pense que de la défiance, il y en a toujours. C'est normal, c'est un sentiment humain. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a plus de confiance
confiance. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est qu'on sait tous qu'on a des logiques de travail fort différentes. Donc, on est habitué à travailler avec des gens qui ont des cultures de travail, des intérêts différents, des logiques et une culture aussi différente. Et donc, je pense qu'on est tous conscients de ça et on sait que c'est une limite à nos interventions et que pour pouvoir dépasser cette limite par rapport aux interventions sur le terrain, c'est de justement pouvoir poursuivre ces objectifs de mieux communiquer grâce à ces outils dont j'ai parlé, quoi. Donc c'est pas qu'on est moins peut-être défiant, c'est que surtout on est conscient que ça existe et on est prêt à les dépasser à travers des outils comme... Et c'est pour ça qu'on les a créés d'ailleurs tous enfin, avec les 3 lignes présentes, quoi. Très bien. Justement, vous disiez, pour revenir sur la commission de coordination, que des magistrats étaient présents, enfin toutes les intervenants de première, deuxième, troisième ligne étaient présents. C'est vraiment vrai. Vous avez tout le monde, tous les types d'intervenants. Alors là, c'est vraiment vrai dans la mesure où c'est effectivement écrit dans les textes que les représentants du secteur judiciaire doivent être présents dans toutes les commissions maltraitances. Maintenant, comme c'est très local, forcément, les fonctionnements sont aussi locaux. Et donc, il y a des commissions qui, par les activités qu'elles réalisent, par la dynamique qui est au sein des commissions, parviennent à vraiment mobiliser le secteur judiciaire qui voilà, parfois se dit dépassé et qui n'a pas le temps de venir à ces commissions. Donc, selon certaines commissions, parfois, ils sont vraiment tous présents. Il y a d'autres endroits où les commissions sont plus en difficulté de trouver une dynamique et forcément, les premiers acteurs peut-être qui ne sont pas présents autour de la table, alors parfois c'est le secteur judiciaire. Merci Jessica Segers. Jessica qui reste là, qui sera dans un atelier, qui pourra échanger aussi avec vous demain. Je passe à Harriet Ward. Vous êtes chercheur, spécialiste de la recherche sur l'enfance et la famille au Royaume-Uni. La première question qu'on avait envie de vous poser, avant de regarder un peu votre système, c'est à propos d'un reportage, plusieurs reportages d'ailleurs, mais dont un qui a beaucoup fait de bruit en France sur les enfants volés d'Angleterre, diffusé sur France 5 l'année dernière, et qui semblait dire au fond, qui disait que des enfants en Angleterre étaient retirés arbitrairement de leur famille pour répondre à la politique de quotas d'adoption et fournir donc à des parents adoptifs des enfants presque sur catalogue. C'est un reportage choquant, je crois que vous l'avez regardé depuis qu'on en a parlé. Est-ce que c'est vrai, ça existe? Ça marche? Non. Ça marche? Oui. Alors moi aussi, j'ai vu ce reportage. Ça va? Ah bon. Moi aussi, j'ai vu ce reportage. Et moi aussi, j'étais horrifiée. Qu'est-ce que c'est que ça arrive en Angleterre? On sait bien qu'on n'est pas très civilisé en Angleterre, mais quand même, on n'est pas aussi barbare que ça alors. Alors, il y a une réfutation de ce reportage. Vous pouvez le trouver sur le website www.transparencyproject.org.uk. Et ce réfutation, ils disent que ce reportage est rempli de fausses déclarations, distorsions, dissimulations de vérités importantes. Moi, je dirais, de mon expérience, je suis plutôt du côté de réfutation que du reportage, mais quand même, il y a un grain de vérité de ce qu'ils ont dit. Alors, d'abord, nos agences ne sont pas chargées de faire adopter un quota d'enfants. Ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'ils sont chargés de réduire le temps qui passe entre le but et la fin du processus prise en charge et entre le but et le fin du processus adoption pour de bonnes raisons auxquelles je vais revenir. Notre loi des enfants, le Children Act, dit qu'un juge peut
prendre un enfant en charge si l'enfant a souffert des dégâts significatifs ou qu'il y a un grave risque qu'il les souffrira, on a ça dans le programme, et que les dégâts ont été soufferts parce que l'enfant n'a pas reçu les soins qu'on attendra de tout parent raisonnable. Mais le risque, ce n'est pas une pseudo-probabilité, c'est plutôt que auparavant, on ne pouvait pas séparer un enfant de ses parents avant qu'il a souffert des dégâts extrêmes. Mais maintenant, si on a une famille où tous les sœurs, tous les frères ont été séparés parce qu'il y avait beaucoup de maltraitance et que les parents n'ont pas changé, s'il y a un autre bébé, on peut le séparer sans attendre que le développement du bébé s'est abîmé. Alors, un autre point, il donne l'impression que nos intervenants n'ont pas le droit de faire la décision ont le droit de faire la décision tout seul. Ça, c'est pas vrai. Ce sont des décisions qui ont fait beaucoup de soins. C'est un long processus, on dit un processus beaucoup trop long, beaucoup de freins, beaucoup de contrepoids. Et la loi demande que les professionnels essaient toute autre possibilité avant qu'on peut faire un ordre d'adoption. Alors, et aussi, il faut savoir que et les parents et les enfants ont le droit d'un avocat dans les processus, et ce sont des avocats, on ne doit payer pour les avocats, ce sont gratuits. Alors, les vérités de ces programmes. Oui, c'est vrai que nous faisons des adoptions sans le consent des parents, ça c'est vrai. Mais ce ne sont pas beaucoup de nos adoptions. On donne pour l'adoption à peu près 2500 enfants chaque année, mais c'est à peu près 8% des enfants qui sortent du système protection. Et aussi, c'est à peu près la moitié de ces enfants qui sortent du système sont adoptés avec le consent des parents. La moitié sans le consent. Pourquoi est-ce qu'on a fait? On a une philosophie familiale que je crois que c'est un peu différent du vôtre. Alors, on ne donne pas autant de poids au lien de sang, lien entre la mère biologique et l'enfant que vous le donnez. Nous, notre loi nous demande de mettre les intérêts des enfants, de favoriser les intérêts des enfants plus que les intérêts des mères. Notre loi aussi dit quand même qu'il faut garder l'enfant chez les parents autant que possible et que tout enfant va mieux en principe s'il reste chez les familles. Mais il y en a quelques-uns qui vont pas bien, qui sont en danger lorsqu'ils restent dans leur famille. Et après une vingtaine d'années, après l'acte était venu, on a trouvé des difficultés. On avait eu quelques tragédies, beaucoup de tragédies, et ils ont été suivis par le grand programme de recherche qui nous disait, premièrement, on a assez d'enfants qui restent longtemps dans les situations de danger sans être séparés des parents parce qu'on donne trop de poids à ce principe qu'il faut être élevé dans la famille. Aussi, la recherche nous dit que parce qu'on attend que les enfants reviennent chez leurs parents, ils sont placés dans les placements temporaires à court terme et il y en a beaucoup des enfants qui passent toute leur enfance de passer d'un placement à un autre parce que c'est tout temporaire, on attend qu'ils reviennent chez eux. Alors lorsque ces enfants atteignent 18 ans et ils quittent le système, ils n'ont ni une bonne relation avec la famille, ni une bonne relation avec la famille d'accueil. Alors, on a aussi la recherche internationale qui nous apprend beaucoup plus au sujet des abîmes, du développement compromis par la négligence et la difficulté de survaincre ça. Et aussi,
il y a la recherche qui nous dit que les enfants qui ont mis pour l'adoption, ça va mieux pour eux de questions de stabilité et de sécurité que les enfants qui ont disposé dans d'autres placements. Alors, afin de ça, on a baissé un peu le seuil et sans doute, c'est comme une pendule, n'est-ce pas? À un moment, on a le pendule qui se pèse vers les parents, un autre, c'est vers les enfants. On a croyé que la pendule, c'était un peu trop vers les parents, on l'a changé un peu plus vers les enfants. Sans doute, il faut être vrai, sans doute il y a des injustices, mais quand même on aura des injustices auparavant parce qu'on avait des enfants dont le développement était compromis parce qu'on a laissé en danger. Alors, aussi, finalement, à ce sujet, je veux vous dire que ce qu'on a vu par ce reportage, c'est la politisation de la question d'adoption. On a en ce moment la suivi de la crise économique, on a aussi le retranchement des services et une idéologue qui permet de blâmer les pauvres de la situation. Et ça donne un climat dans lequel il est facile de présenter l'initiative d'adoption comme un complot pour voler les enfants des pauvres. À mon avis, ça donne... on n'a pas d'évidence, il n'y a aucune évidence que ça arrive dans une manière systématique. Sans doute, il y a des cas, mais ce n'est pas systématique. Et le reportage comme ça, le résultat, c'est que les intervenants sont vilifiés, les parents ont peur de demander de l'aide et ça n'aide pas du tout les enfants. Merci Harriet, c'était très éclairant et merci pour l'effort de parler en français, vous parlez très bien. J'ai une question complémentaire, est-ce que vous avez un peu de recul, vous avez des études sur le devenir des enfants, vous avez quelques éléments pour savoir si effectivement les choses ont bien progressé et ce que deviennent les enfants qui sont passés par votre dispositif ces dernières années? Je n'attendais pas cette question. Alors, moi, je suis un échantillon des enfants. Ce n'est pas assez grand, mais on a beaucoup de données. Ce sont des enfants qui étaient signalés être en grave danger avant le premier jour de naissance. On les a suivis de la naissance jusqu'à 8 ans. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a laissé les enfants dans les familles qui ne changent pas. Il y a quelques-uns des familles qui changent. Il y avait à peu près un quart des familles ont fait de grands changements et tout va bien pour les enfants. Mais les autres enfants, il y avait à peu près, je crois, la moitié qui ont été laissés dans les familles où rien ne change et le comportement devient de plus en plus grave, le développement devient de plus en plus compromis. Alors, ce qui est difficile de distinguer entre les parents qui vont développer la capacité de garder un enfant d'une manière bonne et les parents qui ne vont pas le garder dans un temps accepté pour l'enfant. Et on ne peut pas arrêter le développement de l'enfant lorsqu'on attend que le parent change. Oui, vous avez bien expliqué la position de votre pays par rapport à la question de l'adoption, mais depuis le Children Act, est-ce que vous pourriez dire si le dispositif de protection est plus efficient ou pas aujourd'hui? Ça, c'est une question que j'avais attendue, alors peut-être le français, ça sera mieux. Alors, c'est parce que je suis ici toute la journée et je viens de comprendre que c'est à peu près comme votre loi de 2016, n'est-ce pas?
Et une chose que je crois que c'est très forte de notre acte, c'est qu'il a rendu obligatoire à nos agences d'offrir des services à chaque enfant nécessiteux. C'est une obligation à nos agences. Et l'acte dit qu'un enfant peut se trouver nécessiteux si, 1, on n'attend pas qu'il atteindra ou qu'il peut soutenir ou qu'il aura l'occasion d'atteindre ou de soutenir un niveau de santé ou de développement acceptable sans la provision des services professionnels, ou que sa santé ou son développement sera gravement compromis ou compromis encore plus sans qu'il reçoive ces services ou qu'il est un handicapé. Et comme j'ai déjà dit aussi, les décisions des juges aussi, ça reste sur cette question de développement de l'enfant. Et ce cadre développemental, je crois que c'est notre grande force. Ça, c'est le plus fort de ce qu'on a fait. Parce que ça doit être au fond de toutes les décisions qui touchent aux enfants. Et il a introduit des changements conceptuels et aussi au niveau d'organisation et de pratiques. Il y en a qui sont très fortes, mais quand même, il y a des choses qui ne marchent pas, sans doute. En principe, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a changé la question qu'on demande lorsqu'on voit une famille qui a des problèmes. On ne doit plus demander est-ce que c'est un enfant qui a été maltraité et qui est le responsable. La question maintenant doit être que sont les besoins de l'enfant et de sa famille et comment est-ce que les professionnels peuvent les aider. C'est une toute autre question qu'on demande. Deuxième chose que je trouve très, très forte, et aussi c'est une chose que vous attendez, c'est que toute la responsabilité ne reste plus chez les intervenants sociaux. Il faut tout un village pour élever un enfant. Alors, tout professionnel est responsable pour l'élévation des enfants. Ils doivent travailler ensemble. Vous êtes plus avancés que nous parce que nos juges, nos magistrats ne sont pas dans notre cadre de professionnels qui doivent agir vers les mêmes choses. Mais les autres professionnels ont l'obligation de travailler ensemble. Aussi, si les professionnels travaillent ensemble, ils doivent aussi travailler en partenariat avec les parents. Ils doivent inclure les parents. Et ça, c'est un des grands principes de l'acte. Aussi, il a introduit un concept que la famille peut être soutenue par une large gamme de services selon les besoins de l'enfant et des parents. Et ça vient des services universels comme services santé, services éducationnels, jusqu'aux services spécialisés. Mais ils doivent tous travailler vers le même but. Alors, on conceptualise nos services d'une manière différente. Et même les familles d'accueil et les familles d'adoption, le système prise en charge, on le voit comme une partie du système de aider le développement de l'enfant. Comme ça, à la fin, l'abus et la négligence peuvent devenir un problème de santé publique et pas un problème auquel on peut blâmer les parents. Alors, et ça nous aide peu. Mais, alors, j'ai dit ça, mais quand même, la réalité ne ressemble pas tellement à ce qu'on aspire, aux visions. Ce qui va bien. Je crois qu'on a développé un peu plus de compréhension des besoins des enfants. On a fait, et aussi des besoins des parents. On a un peu plus d'entraînement ensemble et les intervenants sociaux doivent apprendre les mêmes choses que les éducateurs, un peu plus, mais ça ne marche pas tellement bien, mais un peu. Ce qu'on a formulé quand même, c'est un système d'évaluation où tout professionnel doit s'en servir et c'est basé sur le concept des besoins de l'enfant et des besoins des parents. Alors, si on est un professionnel et on veut introduire les services sociaux,
tout professionnel doit s'en servir de cette méthode d'évaluation. Et ça, je crois que ça marche assez bien. En principe, on n'a plus de collaboration, plus d'intégration, et on a eu un acte qui a supporté ça, une loi qui a supporté ça. Alors, en principe, ça marche. Mais ce qui ne va pas très bien, on a des choses on a déjà dit la politisation de l'adoption, mais aussi on n'a pas su vaincre les tensions entre les professionnels. Chaque profession a un seuil différent auquel il croit que la situation est grave. Alors, les éducateurs, les professionnels de santé croient qu'une situation est plus grave que les intervenants sociaux. Si on demande aux parents ou à tout le monde, ils ont un seuil plus bas que les autres professionnels. Alors, c'est assez difficile d'introduire une famille aux services sociaux et ça donne beaucoup de tension. Autre chose, c'est, j'ai déjà mentionné que le système judiciaire n'est pas inclus dans tout cela. C'est délibéré, c'est voulu. Parce qu'on croit que nos justices doivent se mettre à l'écart et doivent être indépendants. Mais on commence à faire une initiative pour entraîner les justices dans ces questions, pour les inclure un peu plus. On a sans doute trop de bureaucratie et on va en parler à l'atelier demain. Je crois qu'on a un système de placement qui répond un peu mieux aux besoins des enfants. On avait des grandes initiatives pour aider les enfants placés à réaliser leurs possibilités, à aspirer un peu plus haut, etc. Je crois que ça va mieux pour les enfants qui n'ont pas beaucoup de problèmes, mais pour les enfants qui ont beaucoup de problèmes, on n'a pas assez de placements qui peuvent répondre à leurs besoins et les aider. On a le grand problème d'instabilité des placements, instabilité des professionnels, etc., etc. On donne des services trop tard et pendant trop peu de temps. Beaucoup de ces problèmes, ce sont des problèmes qui ont duré longtemps et on donne un tout petit peu d'intervention et puis c'est coupé. Ça, c'est un des grands problèmes qu'on a. On a la mauvaise publicité. Les intervenants, surtout les intervenants sociaux, attirent beaucoup de mauvaise publicité et ça les a fait donner une grande aversion au risque. On a trop d'aversion au risque et depuis 2010, le programme austérité et le retranchement des services familiales a coupé beaucoup de services pour supporter les enfants qui habitent dans les familles et leurs parents. Et le résultat, on a beaucoup plus d'enfants qui entrent dans le système de protection qui sont placés dans la maison. C'est un grand problème. C'est tout. Oui, si vous pouvez nous répondre très rapidement sur une question, je pense, qui préoccupe toute la salle, c'est l'effet de la paupérisation sur la protection de l'enfance, parce qu'on constate quand même en Angleterre qu'il y a un phénomène de paupérisation qui s'est beaucoup accentué dans les familles. Et le Brexit risque de rajouter encore une couche. Moi, je cherche une famille qui va m'adopter lorsqu'on a le Brexit, hein, parce que... Non, oui. Est-ce que la pauvreté a plus d'influence aujourd'hui qu'avant? Ah oui, on a beaucoup de pauvreté et une des choses qu'on a trouvées avec l'échantillon que j'ai suivi, qu'on attend que les enfants, on espère que les enfants peuvent rester chez eux. C'est le principe qu'on suit, mais on ne donne pas assez d'argent aux familles pour garder les enfants. Alors, ces familles vont échouer, ils ne vont pas réussir
pour beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas assez de ressources matérielles pour les aider et que les tensions dans les familles deviennent de plus en plus graves. Et comme ça, on entre dans la toxicomanie, la dépression, etc. etc. Alors, on peut faire un grand cas pour dire qu'il faut quitter la pauvreté parce que ça, c'est compliqué, mais ça laisse les familles dans une situation où ça devient de plus en plus grave à aider les enfants et la maltraitance devient de plus en plus probable, je crois. Merci beaucoup, Ariette. C'était vraiment aussi très éclairant. Alors, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, hein, mais en tout cas, vous nous inspirez à travers vos propos. Et c'est déjà très bien. Et votre sincérité. Absolument. Alors, Karl, en parlant de sincérité, vous, les Québécois, vous dites souvent, Karl, alors je vous représente. Vous êtes professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, directeur du Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille. Voilà, expert régulièrement consulté en France et partout dans le monde. Vous dites souvent que les représentations que nous, les Français, avons des Québécois vous laissent perplexes. Est-ce qu'on vous idéalise ? Quand j'ai vu cette question écrite sur le message que tu nous as envoyé, j'ai eu tendance à dire oui, je vais répondre oui. Hein? Mais en fait, je me suis mis à réfléchir un peu à qu'est-ce que ça signifie d'idéaliser. Et je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je pense davantage que nous, au Québec, nous vous faisons rêver. Okay? Et c'est très différent d'être idéalisé, de vous faire rêver. Et ce qui est intéressant de noter, qui est curieux, c'est que la France a été, pendant plusieurs décennies, également un objet de rêve pour le Québec. En fait, le Québec s'appelle le Québec pas depuis très longtemps, depuis le milieu des années 70. Avant, nous étions le Canada français. Et c'est le fait d'avoir rêvé à la France dans les années 50, dans les années 60, au début des années 70, qui nous a donné l'impulsion de devenir ce que l'on est aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que vous nous avez fait rêver à ce moment-là et comment les choses se sont inversées maintenant. Vous savez, au milieu des années 70, on a changé la devise du Québec. La devise est maintenant « Je me souviens ». Ben, je me souviens de la France, mais aussi je me souviens de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse. Je me souviens aussi des peuples autochtones qui occupaient le territoire avant que les Occidentaux arrivent. Donc, il y a tout ça derrière ce « je me souviens ». Et vous avez été une inspiration de cela. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler le discours que Charles de Gaulle a fait sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Montréal. Vive le Québec libre. Et je pense qu'il a été le premier à nous appeler le Québec. Donc nous devons notre nom peut-être à votre président. La fonction du rêve, c'est de nous dégager mentalement de notre réalité et de nous offrir un point d'appui, un lieu, à une courte distance de cette réalité. Et
je pense quand j'entends des personnes de la France parler du Québec, venir au Québec, observer les choses, voir comment on procède, je pense qu'il y a ce processus qui est en branle ici, un processus de mise à distance, de dégagement de votre réalité, mais qui n'est pas un processus de rupture, de perte de contact. Mais c'est ça que je trouve fascinant dans les contacts que j'ai avec des collègues français, des collègues chercheurs, avec des collègues, des acteurs du terrain ici en France. C'est que, vous savez, le mot utopie, ça signifie un monde sans lieu. Eh bien, c'est tout à fait différent ici. J'ai l'impression que au Québec, pour plusieurs d'entre vous, on est un lieu qui vous permet de penser à votre monde, de le penser un peu différemment. Et la langue aidant, c'est quelque chose qui m'apparaît important à souligner. Aussi, quand je vous entends parler du Québec, à travers ses bons côtés, hein, que vous soulignez souvent à foison, mais aussi à travers ses mauvais côtés, que plusieurs d'entre vous nous rappellent, j'en suis venu à considérer que ce n'est pas tant de nous au Québec que vous parlez, mais davantage de vous, ici en France, davantage de ce qui mérite d'être pensé ici, dans votre pays, à travers ces commentaires que j'entends. Et pour plusieurs de mes collègues, de mes compatriotes québécois, ces échanges que nous avons avec vous ici en France, ces échanges avec des Français, c'est aussi un miroir pour nous permettre de nous regarder et de mettre en relief des choses qui méritent qu'on s'y attarde, des choses qui souvent passent inaperçues, que l'on prend pour acquis et qui, à travers vos yeux, à travers vos commentaires, apparaissent de manière beaucoup plus importante. Alors quand même, on voudrait rêver, ou en tout cas pouvoir s'inspirer davantage de ce que vous faites. Votre organisation, elle est assez différente puisque le mandat de la justice au Québec est au fond partagé, distribué entre les juges du tribunal de la jeunesse et des personnes qui ne sont pas juristes, hein, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs. Et donc un équilibre, vous avez trouvé un équilibre entre protection administrative et mesures judiciaires qu'on n'a pas trouvé. Et par ailleurs, vous appuyez sur une très forte collaboration avec les familles, mais très en amont, très en amont. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu comment tout ça fonctionne? Et est-ce que nous, au regard de ce que vous avez entendu tout à l'heure sur les difficultés qu'on a encore, ce qui pourrait nous inspirer? Peut-être aller un peu, prendre un peu de recul. Je vous écoutais, j'écoutais Ariette, j'écoutais les intervenants tout à l'heure à la tribune parler de la rénovation de la loi de la protection de la jeunesse, le Children's Act. Au Québec, on n'a pas vraiment beaucoup une stratégie qui est top-down, comme ça, qui fait en sorte qu'on rénove une loi et puis après on pense à l'appliquer avec des décrets, bon, ce que vous avez ici. Ça me laisse un peu pantois, souvent, lorsque j'entends comment ça se passe ici. Et même au Royaume-Uni, on a davantage tendance à avoir une approche qui est de bottom-up, donc de partir de ce qui se fait. Et souvent, les lois viennent un peu confirmer il y a des pratiques qui ont eu lieu, viennent orienter certaines choses. Donc, le rapport à la justice, le rapport à la loi est différent de ce que moi j'ai comme expérience là, ici.
on est beaucoup moins prescriptif de ce côté-là. Et pas qu'on ne respecte pas les lois. On est souvent très respectueux de nos lois parce que ces lois parlent de nous. Okay? Ces lois racontent quelque chose qui est déjà là, présent. Et donc ça, c'est un élément qui est important à donner en élément de fond. Donc cet équilibre entre le judiciaire, la justice et l'administratif ou le clinique, comme on l'appelle chez nous, dans le domaine de la protection de l'enfance, évidemment, il est teinté par cet aspect. La justice va être saisie dans les situations de protection de l'enfance où un crime a été commis envers un enfant, évidemment, ou dans les situations où on n'arrive pas à faire en sorte que le dispositif administratif s'entende avec les familles. Et de ce côté, il y a la loi de 2007, qui a été rénovée en 2007, cherchait justement à renforcer cet équilibre, cette manière d'avoir recours au judiciaire seulement dans certaines situations particulières. Cependant, ça donne un dispositif où, sur le plan administratif et clinique, il y a quand même une autorité sociale qui est représentée par ce dispositif, mais cette autorité, elle n'est pas nécessairement judiciaire comme on l'entend lorsque un juge est impliqué dans les situations. Donc, plusieurs d'entre vous ici le savent, le dispositif de protection de la jeunesse au Québec repose sur le statut d'un personnage qui s'appelle le directeur ou la directrice de la protection de la jeunesse, qui n'est pas un juriste, qui n'est pas quelqu'un qui vient du monde de la justice, mais qui a un mandat de faire appliquer des lois. Donc, l'application des lois, la loi sur la protection de la jeunesse, la loi sur l'adoption, la loi sur la justice pénale auprès des jeunes, sont les trois lois qu'on charge le directeur de la protection de la jeunesse de faire respecter. Et évidemment, chaque directeur de la protection de la jeunesse a un service juridique pour pouvoir le guider, donc une expertise auquel il a accès à ce sujet-là. Mais c'est l'application de la loi sur la protection de la jeunesse, c'est en premier lieu une pratique qui vise à faire en sorte d'essayer de mettre en place un meilleur partage des responsabilités collectives autour d'un enfant en particulier. Donc, les situations de protection de l'enfance, les situations de maltraitance sont considérées en fait comme un échec de ce partage des responsabilités autour d'un enfant en particulier. Pas nécessairement un échec de ce que les parents font avec leur enfant, mais un échec de cette responsabilité collective autour de l'enfant. Oui, ça nous amène quand même dans un système qui, cette fois-ci, est très, très différent. Les deux premiers, système anglais, système belge, sont très similaires aux nôtres, avec des contextes qui sont totalement différents, notamment en Angleterre. Je trouve que le Québec est vraiment le système le plus différent, mais c'est pour ça qu'il nous fait rêver, Karl, parce qu'au fond, c'était ça l'ambition de la loi de 2007, et tu viens de le rappeler, c'est d'éviter, au fond, l'introduction judiciaire autant que faire se peut. Et rappeler surtout à quel point la protection de l'enfance est l'affaire d'un ensemble d'acteurs, les familles, bien sûr, le voisinage, bien sûr, la société, tous les services publics. Vous avez une vision, me semble-t-il, beaucoup plus, je dirais, globale, systémique, de ce qu'il faut faire pour restaurer un enfant dans un projet. Est-ce ton opinion ou est-ce que j'idéalise? C'est mon opinion et tu idéalises. C'est un peu plus compliqué. Évidemment, la première chose que l'on constate dans les situations de
de maltraitance et les situations de violation des droits d'un enfant, la première chose que l'on constate, c'est l'effondrement de cette communauté, de cette organisation sociale autour des enfants. Et évidemment, elle se produit au Québec à plusieurs endroits. Vous avez parlé tout à l'heure de pauvreté. La pauvreté est un élément très, très corrosif de cette capacité à penser collectivement un enfant. Et puis, pour qu'un enfant se développe convenablement, il a besoin qu'il y ait plusieurs personnes qui se soucient de lui. Lorsqu'il n'y a seulement qu'une personne qui se soucie de lui, c'est bon, c'est correct, mais il a besoin pour pouvoir se développer que plusieurs personnes s'en soucient. Et ça, on a une conscience assez aiguë de l'importance de cet aspect collectif dans la façon dont on arrive à élever les enfants, à en prendre soin chez nous. Et ça signifie pas simplement le collectif, c'est pas juste le collectif en lien direct avec l'enfant. Le collectif, c'est aussi comment les employeurs, par exemple, dans les milieux de travail, portent attention au fait que les personnes qui travaillent dans leur entreprise sont pour plusieurs des pères et des mères. Et comment est-ce que les décisions qu'ils prennent ont un impact sur les enfants. Et donc, il y a cet élément-là qui est important. Et évidemment, on a beaucoup de travail à faire pour pouvoir consolider ce genre de choses, mais on part avec cette base. Il y a une anecdote je pourrais prendre peut-être quelques instants pour vous la raconter. Vous savez, au Québec, on est des conteurs. Donc, je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée il y a 4 ou 5 semaines lorsque j'étais à nouveau ici à Paris. J'étais au Jardin du Luxembourg un dimanche ensoleillé avec une de mes collègues du Brésil. Et puis, il y avait un monde fou au Jardin du Luxembourg. Il y avait plein de familles qui se retrouvaient là. Et ce qui nous a frappés, ce n'est pas tant ce qui se passait à l'intérieur des familles, mais ce qui ne se passait pas entre ces groupes. Donc, on pouvait voir 2 ou 3 familles être côte à côte, assis sur des chaises, et puis pendant tout un après-midi, n'avoir aucune interaction, mais aucune interaction entre ces groupes. Okay? Et c'est probablement ce qui peut-être est distinctif chez nous. Ce n'est pas la qualité des liens forts, donc des liens que l'on retrouve, par exemple, à l'intérieur des groupes qui sont constitués, mais c'est l'importance, ce que je pourrais appeler la force des liens faibles. Hein? Donc, c'est ces liens faibles qui font en sorte qu'on a besoin de garder contact avec des personnes, même si on ne les connaît pas ou on les connaît peu, et que ces personnes-là peuvent être appelées un jour à nous demander de l'aide ou à nous aider. Okay? Donc, on a un rapport aussi à la vulnérabilité qui est probablement un peu différent de ce que vous avez ici. Notre géographie, notre histoire nous a amenés à nous considérer comme étant relativement fragiles. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà fait l'expérience de rouler en plein mois de février sur une grande route au Québec pendant une tempête de neige, mais on se sent très, très fragile. Il ne faut pas que l'auto vraiment tombe en panne. Sinon, ça peut rapidement devenir catastrophique, tragique. Et donc, ce rapport à la vulnérabilité fait en sorte que l'interdépendance, la cohésion, devient un élément qui est en fait un réflexe. C'est souvent la première chose qui va nous venir. Et après, on veut se distinguer, on veut faire plein de choses, mais c'est souvent le premier réflexe que l'on va avoir. Oui, mais en même temps, je vous alerte tous sur l'interview de Karl, parce qu'on a peu de temps, et Karine est maître du temps, hein. Il n'y a pas que le président. Il faut à tout prix lire cette interview, parce que sous des allures finalement, je dirais, relativement simples, elle pose plusieurs problèmes, celui de la formation, et notamment de la rupture des cloisonnements entre le monde de la formation et le monde de l'action,
Et là, vraiment, nous sommes extrêmement en retard. Tu soulèves aussi le problème de la formation des juges, qui est aussi une question intéressante. Donc, il y a quand même du Québec beaucoup d'expérience à retenir. Alors, je vais quand même inverser. Est-ce que toi, tu vois des choses en France qui t'impressionnent? Je te rassure, Jean-Louis. Je te rassure et je rassure tout le monde. Karine, tu évoquais tout à l'heure l'expérience ou le modèle des maisons des familles qui tentent d'être traduits ici. Bon, effectivement, c'est différent parce que les maisons des familles qui sont implantées ici à travers le projet de la Fondation des apprentis d'Auteuil se met en place autour de familles en situation de très grande vulnérabilité, ce qui pour nous est un peu particulier parce que le concept, le modèle de maison des familles, en fait, s'adresse à toutes les familles. Et cependant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est comment est-ce qu'à travers ce modèle-là, vous arrivez à penser la vulnérabilité situationnelle, donc de certains groupes de familles en particulier, ce qui, pour nous, est inspirant parce qu'on a à se poser à l'intérieur de ce secteur des maisons des familles. Comment est-ce qu'on pense la vulnérabilité lorsque elle est intense, au point où elle peut mettre en danger la vie des enfants, la vie même des adultes. Et ça, c'est un bout qui est tout à fait intéressant et pour lequel nous sommes très intéressés à suivre ce qui se fait ici en France. Merci, Karl. On vous écouterait encore des heures. Vous êtes un très bon conteur. Mais le compteur tourne et il est 18h, plus de 18h d'ailleurs. Je voudrais d'abord vous remercier très chaleureusement d'être venu, d'avoir été sincère, si sincère. Peut-être vous donner quelques informations avant de diffuser très rapidement un film, mais qui est très intéressant pour continuer de vous mettre en appétit pour demain, pour les ateliers. Ça dure vraiment 5 minutes. C'est un film sur une démarche qui s'appelle La Passerelle des Arts. Et on parlait de collectif, de transversalité des politiques. Justement, cette démarche, La Passerelle des Arts, c'est comment l'aide sociale à l'enfance de la DAZES à Paris et Paris Musée, donc la culture, la politique de la culture, se mettent au service des enfants en danger. C'est une expérience qui a reçu le prix Territoria en 2016. On voulait vous montrer ce film. Encore une fois, demain, vous en parlerez dans l'atelier sur le décloisonnement des politiques publiques. Et quelques informations purement pratiques avant de vous quitter. Conservez votre bracelet si vous le pouvez, pour faciliter l'accueil demain. Accueil café à partir de 8h15 pour ceux qui veulent, avant de démarrer les ateliers. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention, de votre patience. Vous êtes là nombreux encore. On lance le film et on se retrouve demain. Encore merci à tous. Les 14 établissements Paris Musée se sont connectés aux 14 établissements départementaux, qui nous a permis, au travers effectivement des échanges qu'on a pu avoir ensemble, de commencer à proposer des séances de sensibilisation aux professionnels de nos établissements. L'objectif de la visite, c'est véritablement que je vous présente les œuvres et ce que l'on peut en faire pour les différents publics. On a 14 établissements départementaux qui effectivement accueillent des publics très divers, du 0 à 21 ans.
qui sont placés dans le cadre de la protection de l'enfance et qui ont donc vécu des parcours plus ou moins compliqués et qui sont séparés de leur famille. En tant que référent champ social du musée Carnavalet, j'ai régulièrement l'habitude de recevoir des groupes pour leur présenter les collections du musée et qu'ils puissent s'approprier justement nos musées pour travailler dans le même sens, surtout avec l'ASE justement, avec cet objectif pour les enfants, de leur faire découvrir la culture, les musées, mais aussi de désacraliser aussi un petit peu le musée. On essayait de trouver un peu un lien justement par rapport au musée. À partir de là, il fallait trouver une accroche pour pouvoir les intéresser. Et aujourd'hui, j'ai eu l'accroche. Là, l'idée de nous inscrire justement dans ce champ du social autour du musée, c'est de pouvoir rencontrer donc des professionnels et qui peuvent nous donner des outils pour pouvoir entrer en lien, parce que souvent c'est des supports. Ça, je vous donne tout de suite un petit truc. Quand vous regardez un tableau, une sculpture, une vidéo, un spectacle de danse, de hip-hop, n'importe quoi, il faut être devant. C'est-à-dire les yeux bien engagés et le cœur bien devant, parce que vos émotions, elles sont là. J'ai devant moi des gens fermés, crispés, un peu tendus, impressionnés par l'infrastructure, le bâtiment. Et on entend aussi plein d'interdits partout. Donc un endroit qui va pas être rigolo. Il est triste. Alors ma technique, c'est déjà que je vais essayer de rendre les choses intéressantes. C'est-à-dire que chacun a sa chance de s'exprimer, de grandir au cours d'un petit voyage d'1 heure. C'est pour augmenter le côté star, le côté glamour. On continue? On enchaîne, ça vous plaît? On va regarder ça ensemble, regarde. Donc on a l'impression que le temps, il est suspendu. Regardez, elle fait quelque chose ou elle fait rien? Elle fait rien du tout. Elle vous regarde quand même. En fait, elle vit simplement. Ça peut déclencher chez eux curiosité. Et puis, je crois qu'ils sont... L'émerveillement, c'est quand même ce qui, je crois, peut nous sauver tous. Donc, ils ont l'air émerveillés, c'est bien. Nous commençons par rencontrer ces acteurs qui vont être les prescripteurs ensuite des projets et nous leur présentons le musée, comment avec des groupes qui sont absolument pas habitués à la visite au musée, à la découverte des œuvres, on peut tout de même trouver un accès aux œuvres et le moyen de se sentir à l'aise dans un musée. Asseyez-vous bien comme ça. Donc il faut parler beaucoup au début. Et après vient un deuxième stade, qui est celui de l'ouverture. C'est un bon moment. Il y a un regain d'énergie qui va vouloir manifester là des sensations, des émotions. Et ça, c'est important. Finalement, c'est une petite capsule de temps, une petite poche de protection par rapport à l'extérieur. Donc, vous voyez dedans. Donc, le tableau, il est quoi? On voit bien aussi c'est vous, en fait. C'est la réflexion. La manière, l'accroche que pouvait avoir l'intervenant aussi. Je pense que ça aussi, le déclic, les mettre à l'aise rapidement. Donc, ils sont tout de suite rentrés dedans. C'est un tableau en 102 morceaux. 102 morceaux. L'idée, c'est aussi de faire tomber des barrières, puisqu'on a une idée effectivement du musée comme d'un lieu de culture, regardez là, par accessible. Exemple, il y a du grain, et l'idée, c'est de montrer que c'est aussi un lieu de vie, un lieu qui appartient à tous. Par exemple, ces deux tableaux-là, est-ce qu'ils sont pareils? C'est tout lisse. Alors ça, c'est le renforcement positif, c'est vraiment important. C'est-à-dire, je ne sais pas dessiner, j'ai toujours été nul en dessin, en art. De toute façon, j'y comprends rien. De toute façon, c'est n'importe quoi. Puis cet artiste, j'aurais pu faire la même chose. Ça vaut cher, mais moi, je peux faire la même chose. Tous ces recadrages-là. Nous avons défini avec la MAE des séances assez rapprochées pour qu'au bout d'un certain temps, ils se sentent chez eux et aussi qu'on puisse commencer des travaux qu'on va mener au long terme. Aujourd'hui, on va travailler sur la bouche. Une bouche, ça sert à quoi? Des sentiments. Super. Good. Bon, on l'a vu, c'est une créativité qui est débordante. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient qu'une envie, c'était de sauter sur la couleur pour commencer. Et ils m'ont même pas laissé le temps de terminer. Ils ont tout de suite voulu être sur les tables. Commencer, il fallait tout de suite être dans l'action. Peut-être des choses qui sont moins accessibles au public, les plus en difficulté, puissent s'ouvrir. Et puis que ces questions de vivre ensemble soient vraiment quelque chose qui se retrouve concrètement dans nos actions.
Merci à tous et bonne soirée. À demain.